Je vous souhaite la bienvenue sur ma page Les Chroniques d'Anaïs. J'ai décidé de me consacrer à un sujet qui est l'autisme et le handicap. C'est un sujet dont peu de candidats ont parlé pendant la période électorale. Et j'avais plein de questions. En fait et j'avais pas de réponse. Donc ce que j'ai fait, j'ai été en contact avec Églantine Émeillé qui est journaliste et je me suis dirigée en direction de Paris et j'ai rencontré une directrice d'association qui s'appelle Céline Benabou, avec qui j'ai pu échanger et discuter. J'ai décidé de vous emmener avec moi. Sur le trajet, j'ai pu préparer toutes les questions que j'allais poser à Céline Benabou. Quels sont les véritables enjeux de l'autisme et du handicap aujourd'hui chez les enfants et les jeunes adultes? Quelles sont les actions mises en œuvre par nos pouvoirs publics afin d'alléger et d'accompagner les parents d'enfants souffrant de troubles du comportement? Nous nous sommes d'abord rendus dans une première école à Paris et j'ai pu échanger quelques instants avec Céline avant de nous diriger en direction de Montreuil où se situe une deuxième école. La plupart des enfants autistes, il faut insister pour communiquer avec eux. Il faut poser 2-3 fois. C'est pas les agresser d'insister? Non. L'agressivité, ça vient du fait qu'il n'y a pas du tout de communication, c'est ça? Ça vient du fait que soit ils ont des douleurs qu'ils ne peuvent pas exprimer, ouais. Et souvent c'est le cas parce que la plupart des enfants autistes ont des problèmes d'intestin, ils sont intolérants au lait au gluten, donc ils ne digèrent pas bien, donc ils se tapent, enfin, ils ont des douleurs qu'ils n'arrivent pas à exprimer, à extérioriser, donc voilà. Après avoir visité l'école de Paris, nous nous sommes dirigés à Montreuil où se situe la deuxième école de Céline. J'ai pu visiter les locaux, les salles de classe et découvrir des activités spécialement dédiées au bien-être des enfants. C'est pour ça que vous éteignez les lumières pour pas que ce soit... Oui. D'accord. Faut pas avoir beaucoup de... Elle est là. Lors de ma visite à Montreuil, je n'avais vraiment pas envie d'interrompre le travail du personnel de l'école. J'ai découvert des personnes engagées, volontaires et passionnées. Et cela m'a vraiment touchée. Et par la suite, j'ai pu m'entretenir avec Céline et lui poser toutes les questions auxquelles je n'avais jusqu'à présent aucune réponse. Bonjour Céline. Bonjour. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir accepté mon invitation pour cette chronique qui va traiter du handicap et de l'autisme. Je pense que votre témoignage il va vraiment permettre aux personnes qui suivent cette chaîne, et d'autres j'espère, de connaître les véritables enjeux liés à l'autisme et à l'handicap. Donc on va pouvoir discuter ensemble des difficultés auxquelles les parents et les enfants se heurtent chaque jour. Et quelles seraient selon vous les solutions ou les évolutions nécessaires à l'amélioration de leur quotidien. Donc je vais vous poser quelques questions. D'accord. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de vous? D'accord. Alors moi je m'appelle Céline Benabou, je suis médecin à la base et j'ai un enfant handicapé de 15 ans, qui a maintenant 15 ans. Et du coup, ces premières années, comme il est polyhandicapé, qu'il a des problèmes moteurs, de langage et du coup après de comportement qui sont arrivés derrière, j'ai dû arrêter mon travail de médecin qui était complètement incompatible avec sa rééducation. Et comme ce qu'on me proposait en France ne me convenait pas, c'est-à-dire que c'était pas assez dynamique pour moi, on me proposait 1 heure de kiné par semaine, 1 heure d'orthophoniste pour un enfant qui était vraiment avec des gros troubles. J'ai été dans plusieurs pays pour faire différentes formations. Pour des enfants qui ont des troubles moteurs, qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles du langage. Et maintenant, il a pas mal progressé, mais plutôt que de reprendre en tant que médecin, je préférais créer des structures justement qui n'existent pas pour des enfants comme mon fils, qui n'ont pas de solution et qui n'ont pas de structure adaptée. Alors, quel type de structure, du coup, est-ce que vous avez créé? Alors d'abord, cette structure qui se trouve à Montreuil, c'est une école spécialisée pour des enfants qui ont des troubles du comportement, du langage ou de l'apprentissage. D'accord. Donc c'est des enfants, soit qui sont scolarisés en école classique, mais pas suffisamment, parce que ça c'est un problème dont je vais vous parler. La plupart du temps, les enfants sont scolarisés, mais 2 demi-journées par semaine maximum. Et le reste du temps, ils sont à la maison. Ça c'est pour les enfants déjà qui peuvent être scolarisés avec un handicap. Et les autres ne sont pas scolarisés du tout. Donc c'était pour
pouvoir donner une structure adaptée, une école à des enfants qui n'en ont pas. Donc, un enfant qui est en âge d'être scolarisé Mhm. peut ne pas l'être Oui. parce qu'il souffre d'un handicap. Ah oui, oui. Et du coup, il n'y a aucune structure qui peut le prendre en charge. Ou Alors, du soit il moins- n'y a aucune structure, soit il y a des structures, mais dans lesquelles on n'a pas envie de mettre les enfants. C'est-à-dire, soit c'est des structures où il n'y a pas de place, donc ça c'est un problème, il y a un problème de place, on a envie de mettre des enfants dans certaines structures qui sont adaptées, mais il y a des listes d'attente de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou sinon, c'est des structures où on n'a pas envie de mettre les enfants parce que le personnel n'est pas assez formé, qu'il n'y a pas assez d'effectifs par enfant, ou alors qu'ils sont trop loin. Les parents n'ont pas forcément envie d'envoyer leurs enfants en Belgique ou dans d'autres pays pour pouvoir retrouver une structure. Donc voilà, c'est le cas de 80% des enfants autistes qui sont à la maison. 80%. Voilà. Et plus ils grandissent, plus ils retournent à la maison. C'est-à-dire qu'on peut encore les inclure en maternelle, parce que ça correspond, c'est des chansons, c'est des jeux moteurs, c'est voilà. En primaire, il y en a déjà moins, et en collège, il y en a quasiment pas. Quelles sont les solutions généralement que les parents trouvent? Parce que si l'enfant doit rester à la maison, c'est-à-dire qu'il y a un parent qui ne travaille pas. Voilà, déjà il y a un parent qui ne travaille pas. Oui. Et les solutions que les parents trouvent, c'est qu'ils embauchent des personnes pour travailler à domicile avec leur enfant. Mais bon, un enfant, c'est le domicile, déjà c'est très cher de trouver des personnes pour travailler à domicile, donc c'est pas accessible à tout le monde. Oui. Deuxièmement, c'est très mauvais pour l'enfant, un enfant autiste qui a des problèmes de socialisation, on va le laisser à la maison. C'est quand même... Oui, ça l'aide pas, quoi. ça va pas l'aider. Ouais. Donc c'est quand même le comble. Donc c'est mauvais pour l'enfant, c'est pas naturel pour un enfant de rester à la maison. Les parents du coup ne peuvent pas travailler et les intervenantes souvent n'aiment pas travailler à la maison parce qu'elles sont pas dans une équipe, elles ont toujours le même matériel. Donc moi ce que je voulais faire c'était reproduire la prise en charge à domicile. Au niveau de l'effectif c'est bien parce que c'est du 1 pour 1 et c'est ce qu'il faut aux enfants autistes pour progresser un maximum. D'accord. Mais reproduire donc cette prise en charge à domicile mais sans être à domicile. Donc ici c'est des structures avec des salles individuelles où chaque enfant est en 1 pour 1 avec son intervenante dans sa salle, chaque enfant a une salle, mais n'est pas à domicile. Et depuis quand ces écoles ont été créées? Alors celle-là depuis 3 ans et demi, Donc à Montreuil. voilà à Montreuil, et celle de Paris depuis le début de l'année. Combien vous avez de personnes qui travaillent dans les écoles? Alors ici on a une vingtaine de personnes qui travaillent, déjà c'est du 1 pour 1, donc il y a autant d'enfants que de personnel quasiment, il y a même plus de personnel que d'enfants. Parce qu'on a les intervenantes, qui sont la plupart du temps des psychologues ou des éducatrices spécialisées. On a des AVS pour les classes. Par exemple, à Paris, il y a des classes. Et ici, il y a une classe d'adolescents. À Paris, il y a des classes de plus petits. D'accord. Donc AVS. AVS, c'est une auxiliaire de vie scolaire. Donc, il y en a une par classe. Et on a beaucoup de stagiaires aussi. D'accord. Et on a des psychomotriciennes qui viennent 1 ou 2 fois par semaine. Et une orthophoniste, pareil, qui vient, qui ne travaille pas ici à plein temps, mais qui viennent pour prendre... un certain nombre d'enfants à la suite pour une demi-journée ou 2 demi-journées par semaine, pour que les parents n'aient pas en plus à amener les enfants après l'école chez l'orthophoniste, chez la psychomotricienne. Oui. Et comment est-ce que les écoles sont financées? Alors c'est vraiment un fonds privé. D'accord. C'est que privé. Ici, c'est nous qui avons pris les locaux à notre charge au début avec mon mari, tout simplement, et son entreprise. Et c'est au fur et à mesure que les enfants rentrent, que les familles entrent, on partage les frais. D'accord, donc les parents, pour pouvoir mettre leurs enfants dans cette école, sont obligés de payer. Exactement. Ils sont obligés de payer les intervenantes et ils sont obligés de payer des frais de cotisation pour payer tous les frais de fonctionnement. D'accord. Mais au final, en même temps, ça leur permet de... leurs enfants ne sont pas à la maison. Voilà. Il y a quand même une structure, peut-être que ça leur revient moins cher qu'une personne seule à la maison, je ne sais pas. Non seulement, et puis il y a plus de choses de proposer. On fait des sorties, on fait des fêtes de Noël, on leur propose des activités sportives, on essaye d'avoir des fondations privées qui nous offrent des salles comme ça, ou comme la salle de snorkeling qu'on a là, des activités sportives. Donc il y a plein de choses qu'on essaye de ne pas leur faire payer et de prendre en charge. Est-ce que c'est les parents qui viennent vers vous, qui vous trouvent? Comment ça se passe? C'est très difficile de se faire connaître. C'est les parents qui nous trouvent, d'autres parents qui sont ici qui en parlent à d'autres parents à l'école, du bouche à oreille. Bouche à oreille, les orthophonistes, les psychomotriciennes qui nous envoient aussi des enfants, les assistantes sociales, et puis des fois c'est les CESAD, les hôpitaux de jour qui n'ont plus de place justement. Et comment est-ce que ça a changé votre quotidien? Parce que vous me disiez que vous étiez médecin. Et il y a tout un aspect administratif, il y a un aspect pédagogique, c'est pas du tout le même métier. Donc comment est-ce que vous pensez que ça a affecté votre vie au final?
Moi déjà, en tant que maman, ça m'a facilité la vie puisque je n'avais pas de structure pour mon fils. Oui. Donc déjà, ça, pour moi, ça veut dire ne plus rester à la maison avec mon enfant, avoir une vie sociale, reprendre le travail, que je ne pouvais pas faire avant. Donc déjà, pour moi, c'est plus une aide qu'un travail. Oui. Ça me prend moins de temps que quand j'avais mon fils à domicile et que je devais le gérer à plein temps. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et après, comme c'est un travail au départ qu'on ne connaît pas, on essaye de jongler, de s'adapter, de se renseigner. Mais des fois, le métier de médecin rejoint ce métier. Parce que on a au téléphone les psychologues, les hôpitaux, on doit faire des dossiers, on doit lire des articles, il y a plein de choses qui se recoupent. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'autisme, de son diagnostic et de sa prise en charge? Parce que je sais que c'est quand même un problème assez important en France. Alors, le diagnostic, c'est un parcours du combattant. La plupart du temps, les parents n'ont pas de diagnostic pendant des années. Là, maintenant, ça commence à être un petit peu mieux. Il y a des centres spécialisés de diagnostic. Mais souvent, les parents, ils voient que quelque chose ne va pas à 18 mois, à 2 ans, à 2 ans et demi, en disant mon enfant, il ne regarde pas tout à fait normalement, il ne parle pas normalement, il ne répond pas. Et les médecins leur disent mais non, vous êtes trop stressé, vous êtes trop fusionnel, vous êtes trop ceci, cela. Et ils les rassurent faussement, en fait. Et le diagnostic est très tardif. Donc ça, c'est un premier problème. Il faut que les parents luttent quasiment pour avoir un diagnostic. Moi, j'ai des enfants qui ont 9-10 ans qui n'ont toujours pas eu de diagnostic, qui ont eu un diagnostic que récemment, parce que ça tarde. Et puis, il y a très peu de centres spécialisés. Là, et après, le gros problème surtout, c'est qu'il n'y a pas trop de solutions, qu'on leur dit pas, voilà, votre enfant est autiste, voilà tout ce qu'il faut faire, vous avez toutes les méthodes qui existent, c'est ça, toutes les structures, c'est ça. Il n'y a pas trop de solutions souvent. Ils ne sont pas guidés, les parents sont un peu pas perdus. Assez guidés, voilà. Donc on leur dit, voilà, votre enfant, on a diagnostiqué l'autisme, mais à côté de ça, on ne les guide pas après, ou pas trop pour la prise en charge. Pas trop. D'accord. Et quel type de structure existe pour la prise en charge? Alors, à part les associations Alors, pour les enfants autistes, déjà, il y a deux types. Il n'y a pas seulement 2 types d'enfants autistes. Vraiment, ils ont tous des difficultés différentes. Mais je vous dis, il y a ceux qu'on peut scolariser et ceux qu'on ne peut pas scolariser. Ceux qu'on peut scolariser, c'est les enfants qui n'ont pas de troubles de comportement trop importants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas auto-agressifs. On peut les mettre dans une collectivité, ils ne sont pas en souffrance en collectivité. Voilà, parce que certains enfants, ils sont prostrés en collectivité, ils ne supportent pas du tout le bruit, le monde, voilà. Mais ceux qu'on peut scolariser, l'idéal, ce serait de pouvoir les mettre à l'école classique avec une AVS formée, avec une institutrice qui sait ce que c'est qu'un enfant autiste et un directeur qui est très content d'accepter. Ça, ce serait l'idéal. Ouais. En pratique, ce n'est pas du tout le cas. Et ceux qu'on ne peut pas scolariser, il faudrait leur donner des solutions comme on a ici, mais gratuites. Le personnel formé, vous avez du mal à le trouver Oui. D'accord. C'est quel type de personnel, c'est quel type de formation? Des psychologues, mais comportementalistes, qui connaissent la méthode ABA, avec laquelle on travaille, EPEX, pour la communication alternative, ou des éducatrices spécialisées. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 méthodes? Oui, alors la méthode ABA, c'est une méthode à la base américaine, qui a fait ses preuves aux États-Unis, au Canada, avec les enfants autistes. En gros, le système, c'est d'évaluer l'enfant sur tous les domaines, sur tous ces domaines de difficulté, au niveau cognitif, c'est-à-dire scolaire, au niveau de la motricité fine, la motricité globale, au niveau de la socialisation, de la communication, de l'autonomie, enfin voilà, il y a plein de domaines. Et après, il y a des sous-domaines. Comme ça, au début, on sait d'où on part avec l'enfant, pour ne pas le mettre en difficulté, ou pour ne pas faire des choses qui sont trop faciles pour lui et l'énerver. D'accord. Et le système, c'est de trouver quels sont les renforçateurs de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aime. Ça peut être la musique, ça peut être les bulles, ça peut être la nourriture, ça peut être plein de choses. Et de se servir de ce qu'il aime pour le faire travailler. Parce qu'en fait, les enfants autistes ne se contentent pas d'un renforçateur social. Les autres enfants, on peut leur dire c'est très bien, bravo, t'es fort, t'es super, ça leur suffit pour travailler. Les enfants autistes, ça leur suffit pas, au départ en tout cas. On tend vers ça, mais au départ, il leur faut vraiment un renforçateur direct. Donc on se sert de ce qu'ils aiment pour les faire avancer, et après on se détache des renforçateurs pour une fois que le comportement est acquis. Alors la méthode PEX, c'est une méthode qui sert à communiquer avec les enfants, mais qui sont non-verbaux. Donc ce sont des pictogrammes, je sers d'images, ça s'appelle des pictogrammes. Alors on a tous les verbes, tous les objets,
les émotions, les mots oui, non, je ne veux pas, voilà. Et avec ça, on demande à l'enfant de pointer un pictogramme ou de nous le donner, il y a différents supports, ça peut être des classeurs, ça peut être des scratchs, ça peut être collé au mur, on essaye tout ce qui marche, voilà, parce qu'avec certains enfants, ça va être un support avec un autre support, et l'enfant se sert de ces pictogrammes pour communiquer, ce qui lui évite de devenir agressif ou auto-agressif, et de diminuer la frustration. Voilà, une fois qu'un enfant peut communiquer, ça lui change la vie, ça nous change la vie, ça change la vie à ses parents, ça le fait vraiment basculer dans un autre monde. Est-ce que vous pensez que les structures qui sont mises en place par les pouvoirs publics sont aujourd'hui efficaces? Alors les structures mises en place par les pouvoirs publics sont efficaces pour certains enfants, pas pour d'autres, et surtout il n'y a pas assez de place du tout. Il y a vraiment un manque de place, mais catastrophique. Alors est-ce que vous avez pu observer des évolutions au cours des 15 dernières années pour les enfants qui souffrent de handicap ou de troubles autistiques? Est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, vous avez pu observer quand même une évolution malgré tous les problèmes qu'il y a encore actuellement, qui existent actuellement? Donc voilà, ça tombe bien que vous me disiez 15 ans, parce que mon fils a 15 ans, donc je peux vous dire comment c'était il y a 15 ans, comment c'est maintenant. Oui, il y a quand même une évolution. On peut pas dire qu'il y a zéro évolution. Déjà, il y a plus de méthodes reconnues, comme la méthode ABA, ça commence à être remboursé, ça commence à être connu, ça commence dans les IME, qui sont des structures gratuites pour les parents. On commence à introduire la méthode ABA et la méthode PEX, parce qu'on voit que ça commence à marcher, que ça fait progresser les enfants, mais pas suffisamment du tout. Ce qui a très peu progressé aussi, c'est la scolarisation des enfants. Sur le papier, sur les plans autisme, voilà, c'est obligatoire, les enfants doivent être scolarisés comme les autres, mais en réalité c'est pas du tout le cas. Ils sont scolarisés encore que très peu, ils sont très mal accueillis à l'école. Les parents vraiment doivent lutter pour laisser leurs enfants chaque année, ils doivent se bagarrer pour que les instituteurs et les directeurs gardent les enfants à l'école. Et surtout, on se sert des AVS, les auxiliaires de vie scolaire, pour ne pas accepter les enfants. Parce que des enfants autistes, on peut les prendre qu'avec une AVS, ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. Du coup, il n'y a pas assez d'heures d'AVS de disponibles par enfant. Du coup, les enfants ne vont à l'école que 2 matinées par semaine. Et après, quand les enfants arrivent à l'âge de rentrer au collège, ils disent « Ah ben non, on ne peut pas le prendre au collège parce qu'il est en difficulté scolaire. » Mais moi, j'ai d'autres enfants qui ne sont pas autistes, on les mettrait 2 heures par jour à l'école par semaine, ils seraient en difficulté au collège aussi. Hein. C'est sûr. Au contraire, des enfants en difficulté, il faudrait les mettre plus à l'école que les autres, au contraire, puisqu'ils sont en difficulté. Mais là, on les met 2 matinées par semaine, et après on s'étonne qu'ils arrêtent au collège, ils sont en difficulté. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Alors déjà, pour les enfants qui peuvent être scolarisés, il faudrait qu'il y ait plus d'AVS, plus d'AVS déjà en horaire, en fréquence, et en formation. Il faudrait que les AVS soient formés, que les institutrices aient un minimum de formation, en 2-3 heures de formation chacune, voilà, au moins elles sauraient ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'un enfant autiste, qu'est-ce que les pictogrammes, voilà, ça serait vraiment pas compliqué, une formation par école, et il faudrait donc les enfants qui peuvent être scolarisés, soient scolarisés au moins à mi-temps, si ce n'est à plein temps, voilà, et que les autres aient une solution. Pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Aujourd'hui, qui vous aide au final? Qui vous aide réellement dans votre combat parce que c'est un combat au final pour faire en sorte que les enfants et les parents aient une vie meilleure, un cadre de vie meilleur? Des associations privées, des fondations privées. Nous, on n'a vraiment que des aides privées, on n'a aucune aide publique. On essaye de faire du crowdfunding aussi, on essaye de faire des cagnottes litchi, enfin on fait tout ce qu'on peut pour récupérer de l'argent en privé, mais en public on n'en a pas. On n'a pas de subvention. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de financement du secteur public, comme la région, des financements de l'État français par exemple? Déjà, il faut coller un appel à projet pour avoir des financements publics, ce qui n'est pas notre cas. Et surtout, il n'y a pas assez d'appels à projet. Il faut en créer plus diversifiés, voilà, pour qu'on puisse créer plus de structures. Parce que si on attendait qu'il y ait un appel à projet qui corresponde à la structure qu'on veut faire, on ne la ferait jamais. Il faudrait aller voir dans les autres pays comment ils font, comment ils répartissent l'argent. Moi, je pense que c'est vraiment ça la clé. Parce qu'il y a d'autres pays comme le Canada, comme même l'Italie, la Belgique, qui sont pas loin, où leur organisation et leur répartition de l'argent pour le handicap est beaucoup plus réfléchie, organisée, et
ils ont 20 ans d'avance sur nous sur ça, donc il suffit d'aller voir comment ils font et de faire pareil. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Églantine Émeillé, avec l'association Un pas vers la vie, a ouvert une maison de répit dans le Var, à Pierrefeu du Var, pour soulager les parents qui sont vraiment épuisés par le handicap de leurs enfants. C'est pas du tout comme une structure, l'enfant est pris à plein temps comme ici, à plein temps ou à mi-temps, c'est vraiment comme une maison de vacances où les parents peuvent laisser les enfants 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 3 mois par an. C'est tout pris en charge, c'est gratuit pour les parents complètement. Et ça leur permet de se reposer. Les enfants, ça leur fait des vacances. Le personnel est adapté et formé à l'autisme. Et les parents donc, peuvent être tranquilles de laisser leurs enfants et se reposer parce que certains enfants ont vraiment des troubles importants. Et rien que le fait de pouvoir laisser leurs enfants comme ça 15 jours, ça leur permet de se reposer et puis de reprendre des forces pour récupérer l'enfant et puis du coup de repartir. Certains parents n'ont pas d'aide du tout, vraiment. On leur dit juste, il n'y a pas de place. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette structure pour adultes que vous souhaitez créer? Pour l'instant, on a 2 structures pour enfants de 2 à 15 ans, mais on se demande un peu ce qu'ils vont faire après. Et beaucoup de parents me disent, c'est très bien ce que vous faites, les enfants progressent beaucoup, mais après, c'est pour qu'ils retournent à domicile et qu'ils perdent tous leurs acquis, ça ne va servir à rien. Donc, ce que je voudrais faire, c'est créer maintenant la suite, une structure pour adolescents et adultes de 15 à 30 ans, où ils pourraient travailler sur le scolaire, sur la socialisation, faire des sorties et du sport, et sur la professionnalisation, faire des stages, commencer à entamer une vie professionnelle. Quel message aujourd'hui vous souhaiteriez faire passer? Ce que je voudrais faire passer, c'est que il ne suffit pas de dire tout ce qui ne va pas dans une société, de dire voilà, on n'a pas assez d'écoles, on n'a pas assez de structures, les enfants sont à domicile. Ce que je voudrais faire passer, c'est qu'on peut être un particulier, comme moi, un parent ou un professionnel, et créer des structures. Je préfère utiliser l'énergie à créer des choses que l'utiliser à dire tout ce qui ne va pas. C'est bien d'informer, comme vous le faites là, sur ce qui manque, parce que ça manque aussi, les gens souvent ne sont pas au courant. Mais ce que j'aimerais faire passer un message, c'est qu'on se réunisse, même des gens qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas du domaine, qui n'ont pas d'enfants dans cette situation, pour qu'on puisse créer ce qui manque dans notre société. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique. Si vous souhaitez aider les associations de Céline, vous pouvez les trouver sur Facebook. Alors, sur Facebook, on a l'association Un pas vers la vie. Donc likez la page. Voilà, l'association Un pas en avant. Likez la page. Ici, et l'association Suzy Loves Children. Voilà. Ça, c'est pour l'autre école de Paris. Et sinon, on a le Twitter de Un pas vers la vie. Alors, est-ce qu'il y a une cagnotte Litchi, du coup? Oui, il y a une cagnotte Litchi. Voilà, je mettrai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez donner si vous avez envie. Comme vous avez envie, vous allez donner. Voilà.